Bienvenue à tous, c'est l'heure de votre édition sportive. Aujourd'hui, gros plan sur ces sportifs qui nous en ont mis plein les yeux. Malheureusement, le rêve est passé au cauchemar. Les bad boys, les sportifs controversés aujourd'hui, ils sont observés au peigne fin. Et je vous propose de commencer par Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Après l'argent et la gloire, il a donné une conférence de presse qui ressemble beaucoup, vous allez le voir, à un appel à l'aide. Il avoue être alcoolique et drogué, il a peur de la mort. Une histoire poignante. Regardez. Je veux changer de vie, je veux vivre différemment maintenant. Je veux une vie sans alcool. De la gloire au désespoir, Mike Tyson, l'ancien champion de boxe, est hanté par ses vieux démons. Sa dernière sortie publique prend la forme d'une confession et d'un appel à l'aide. Je ne veux pas mourir et pourtant c'est ce qui risque de m'arriver parce que je suis alcoolique. Beaucoup se souviennent et se moquent des années sombres de l'Américain. Son déclin, ses dernières années de boxe, son procès pour viol, ses années en prison, ses dettes, malgré les millions gagnés lors de sa carrière. Et pourtant, la légende Tyson commence à la fin des années 80. Un boxeur phénoménal, un combattant hors pair dont le nom devrait figurer sur l'Olympe des meilleurs boxeurs. Let's get ready to rumble! À l'âge de 20 ans, il devient le plus jeune champion du monde en catégorie poids lourd. Ce n'est que le début d'une période de domination sur la discipline. Le TGV Tyson est lancé et quiconque s'oppose à son passage finit généralement KO. Ses managers savent le gérer et ne se concentrent que sur ses entraînements et sa carrière. Son futur apparaît dès lors radieux et sans nuages. C'était sans compter sur l'intervention d'une figure emblématique de la boxe aux États-Unis, Don King. Il s'immisce au sein de la famille Tyson et convainc Mike de le rejoindre. Le jeune boxeur accepte et se laisse influencer. Il s'entraîne moins et fait la fête. En 1990, Mike Tyson perd son titre de champion du monde lors d'un combat épique face à James Buster Douglas, un chaos saisissant au 10e round. Le début de la déchéance, puisque 2 ans après, il est jugé et condamné pour viol à une peine de 6 ans de prison ferme. Il bénéficie d'une remise de peine de 3 ans et très tôt revient sur les rings et récupère son titre mondial. Sa seconde jeunesse ne dure que très peu. Il est finalement détrôné par Evander Holyfield. The new WBA heavyweight champion of the world. Et de Holyfield, on se rappelle surtout cette image atroce, un combat tristement célèbre où Tyson lui mord et lui arrache l'oreille. À l'âge de 35 ans, Tyson quitte les rings sur une nouvelle défaite face au champion poids lourd Lennox Lewis. Cela fait 6 jours que je n'ai pas bu ou pris de drogue. Et pour moi, c'est un miracle. J'ai menti à tout le monde en prétendant être sobre. C'est mon 6e jour et je ne vais jamais retomber. Il restera néanmoins pour les amateurs et les connaisseurs l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Son prochain combat est d'une importance considérable. C'est celui de sa vie. Et on revient maintenant sur le cas de Dennis Rodman, l'ex-star de NBA, a fait les gros titres. Je vous rappelle qu'il s'est rendu en Corée du Nord pour l'anniversaire du dictateur Kim Jong-un. Une décision très critiquée par la presse et le monde politique. Le joueur vient d'entrer en cure de désintoxication. On revient tout de suite sur cette triste affaire avec Meraf Savir. Dennis Rodman vient d'entrer en cure de désintoxication. L'agent de l'ex-star de la NBA, Daniel Prince, a déclaré que Rodman est arrivé dans un centre de réhabilitation pour personnes souffrant d'alcoolisme dans le New Jersey. Il a commencé sa cure quelques jours après son retour de Corée du Nord, un voyage qui a déclenché une vraie polémique. Prince a affirmé que Rodman était en moyenne forme émotionnelle. Il est très atteint par les médias. Les journalistes parlent de lui comme d'un pantin politique. Son problème d'alcool s'est considérablement aggravé depuis. Rodman et une équipe d'anciens joueurs de NBA se sont rendus en Corée du Nord pour donner un match de gala en l'honneur de l'anniversaire du dictateur Kim Jong-un. Mais ce voyage pseudo-diplomatique a été extrêmement critiqué dans le monde du sport et de la politique. Et même après le retour de Rodman de Corée du Nord, David Stern, délégué sortant de la NBA, a commenté l'événement. Bon, il ne m'a pas invité à venir avec lui et même s'il l'avait fait, je n'y serais pas allé parce que je pense que ces choses sont mieux organisées si cela passe par un gouvernement. Il faut être sûr de suivre le bon protocole.
La diplomatie par le sport doit être utilisée avec rigueur et au meilleur niveau. La diplomatie par le sport est vraiment un créneau à exploiter. Les fêtes d'anniversaire des dictateurs qui torturent, tuent, affament, développent des missiles et des bombes, c'est moins intéressant. Rodman a surpris tout le monde en parlant de son ami Kim Jong-un. Il s'est disputé avec le présentateur et a insinué que l'Américain emprisonné, Kenneth Bae, ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Rodman a aussi accusé l'alcool d'être responsable de ces débordements. Il s'est finalement excusé. Je suis désolé pour les gens qui souffrent de cette situation. Je ne suis pas le président, je ne suis pas ambassadeur. Je suis Dennis Rodman, je suis juste une personne. J'essaie de montrer au monde qu'on peut tous bien s'entendre et être heureux, au moins pour un jour. La tentative de Rodman de faire de la politique ne lui a pas réussi. Selon plusieurs sources, il a été admis au centre de désintoxication mercredi dernier. Et à présent, un joueur de football très controversé, Nicolas Anelka, il a toujours fait couler beaucoup d'encre. Depuis le début de sa carrière, il fait parler de lui aussi bien sur les terrains que dans les médias. De polémiques en scandale, personne ne l'a épargné. Entraîneur, journaliste, jusqu'à la récente affaire de la quenelle, une histoire qui va lui valoir sans doute la fin de sa carrière. Il a d'ailleurs quitté son dernier club anglais, West Bromwich Albion, avant la fin de la saison. Retour sur le parcours de ce joueur dont l'étoile commence à pâlir. Un reportage de Lise Barenbaum. On l'appelle l'enfant terrible du football français. À 34 ans, Nicolas Anelka fait toujours les gros titres, mais pas toujours pour ses performances sportives. Cet électron libre a fait de nombreux clubs. D'Arsenal au Real Madrid, en passant par la Juventus et même Shanghai. Il fait même 2 fois escale au PSG, racheté 20 fois le prix pour lequel il avait été cédé quelques années plus tôt. Mais depuis 15 ans, Anelka a une technique pour faire parler de lui, choquer l'opinion par des gestes ou des propos scandaleux. Premier épisode en 1998. Anelka est une étoile montante du football français, mais Aimé Jacquet lui refuse la sélection pour le mondial. Il s'en plaint dans la presse. 2 ans plus tard, le joueur s'y prend différemment. Il peine à s'imposer au Real Madrid et refuse de s'entraîner pendant 3 jours. Résultat, 45 jours de suspension. Les années 2000 marquent un tournant. En 2001, joueur au PSG, il gifle un journaliste qui ne l'a pas salué. Puis en 2003, il somme le sélectionneur français Jacques Santini de s'agenouiller devant lui car il ne l'a pas choisi pour l'Euro 2004. Bis repetita en 2010, mais cette fois c'est très grave. À la mi-temps du match France-Mexique, Anelka assène son fameux « Va te faire enculer, sale fils de pute » à Raymond Domenech. Les mots, c'est ce que je dis aux joueurs tous les jours. Les mots ne servent pas à grand-chose sur un terrain de football. Ça m'a scandalisé, ça m'a choqué, c'est vrai. J'ai trouvé que ça faisait mal au football et mal à notre pays aussi. Les Bleus font même la grève pour le soutenir. Consternation des supporters français et ridicule pour l'équipe de France. On a l'impression de voir des enfants dans une cour d'école jouer et qui s'en foutent des supporters, de leur pays, parce que quand même ils portent le maillot de la France. C'est la fin de la carrière internationale d'Anelka. En 2013, une nouvelle étape est franchie. Anelka joue pour le club de West Bromwich Albion en Angleterre. Il se fend d'une quenelle antisémite sur le terrain en dédicace à son ami, le très polémique humoriste Dieudonné. Le geste déchaîne les passions. Donc c'est évidemment très dangereux que de vouloir agréger aussi des jeunes autour de ce signe, de ce geste qui est purement et simplement un geste antisémite. Anelka s'excuse et déclare que ce n'est pas un geste antisémite. La Fédération anglaise de football décide de poursuivre le joueur afin de le suspendre pour au moins 5 matchs. Aujourd'hui, Roger Kuckerman, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, soutient le joueur. Et Anelka s'en vante sur Facebook. 15 ans de dérapage, des attitudes de plus en plus scandaleuses, peut-être une façon de durer dans un monde où les performances sportives sont éphémères. Et dans un tout autre registre, c'est un procès exceptionnel qui s'est ouvert cette année. Oscar Pistorius, icône du sport paralympique, il est jugé pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp. Le champion a plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre lui, l'assassinat, mais aussi le port et l'usage illégal d'armes. En Afrique du Sud, vous vous en doutez, l'affaire fait évidemment la une. Pistorius est une vraie star. Légitime défense ou non, c'est ce que les juges devront élucider. Et ce procès est retransmis en direct à la télévision. Ça nous rappelle un certain O.J. Simpson. Regardez le reportage d'Ori Baum. En Afrique du Sud, c'est le procès du siècle. Et comme pour beaucoup de meurtres, c'est une affaire qui déchaîne les passions de la presse. 1 an après une arrestation qui a choqué l'opinion, Oscar Pistorius va répondre à l'accusation de meurtre de sa petite amie, le top modèle de 29 ans,
Riva Steenkamp. Le jour de la Saint-Valentin, la jeune femme a été retrouvée morte au domicile de Pistorius, à Pretoria. L'athlète a toujours plaidé la légitime défense. Il prétend avoir pris Steenkamp pour un cambrioleur qui se serait introduit dans sa maison. Le sprinter aurait tiré 4 fois sur la porte fermée de la salle de bain, assez pour tuer sa petite amie qui se trouvait à l'intérieur. Le multiple champion paralympique, surnommé Blade Runner à cause de sa double amputation des jambes, était l'un des sportifs préférés des Sud-Africains avant son procès. Aujourd'hui, le public se méfie de Pistorius. L'opinion redoute le manque d'objectivité des juges. Je veux voir comment la loi s'applique. Est-ce qu'on juge avec pitié ou avec droiture? Est-ce qu'on condamne les gens en fonction de leur fortune ou autre? Parce qu'on est riche ou pour d'autres raisons? Dans ce pays, si tu as de l'argent, devant les tribunaux, tu es au-dessus des lois. Tu es un privilégié. Une chose est sûre, le procès Pistorius ressemble beaucoup à une autre affaire qui implique un sportif de haut niveau. Pistorius serait-il un nouveau O.J. Simpson, cet athlète accusé de crimes passionnels? Il y a 20 ans, la couverture de l'affaire était déjà un énorme cirque médiatique. À une semaine du début du procès, un juge a autorisé la télévision à filmer les débats. La majeure partie de l'audience sera diffusée en direct, excepté le témoignage de Pistorius lui-même. Ce procès est un sujet très sensible et beaucoup le considèrent comme un moment crucial de l'histoire sud-africaine. C'est une victoire pour la justice ouverte. Nous sommes comblés. Cette décision va s'appliquer à d'autres affaires dans le futur. C'est un personnage public, c'est pour ça qu'il est si important pour l'Afrique du Sud. Je pense que tout le pays veut savoir et il a le droit de savoir. Les feux des projecteurs sont braqués sur Pistorius, mais il n'est pas le seul impliqué dans cette affaire. La famille Steenkamp veut faire toute la lumière sur la mort de Riva. Ce procès n'est pas que celui d'Oscar, c'est aussi celui de la famille de Riva Steenkamp. Ils sont les victimes de cette histoire, ils ont perdu un enfant. La Haute Cour de justice de Pretoria va devoir affronter les extravagances des médias. Le procès Pistorius a tous les ingrédients d'un fait divers sulfureux. Le scandale continue jusqu'au verdict final. Vous le voyez, les sportifs sont malheureusement souvent à la première page des magazines de faits divers, tromperies, détournements de fonds, affaires de vol ou de meurtre. L'argent et la réussite peuvent faire tourner les têtes. Les sportifs peuvent-ils tout se permettre? Ils sont nombreux à avoir commis des crimes, grands ou petits, et souvent, leur public leur pardonne vite, très vite. Les médias et les fans ont-ils la mémoire courte? Eh bien, il semblerait que oui. Regardez. En sport comme ailleurs, les gens ont la mémoire courte. L'amnésie n'épargne personne. À commencer par les journalistes et les supporters qui ont tendance à vite oublier leurs idoles. De nombreux Allemands compatissent et s'intéressent à ce qui lui arrive, car la carapace dont s'était entouré Schumacher n'existe plus. Si Michael Schumacher faisait les gros titres il y a quelques semaines à cause de son accident de ski, aujourd'hui, les médias ont déserté l'hôpital de Grenoble. L'enquête sur les circonstances de l'accident a été classée sans suite. Après des hommages unanimes à travers le monde, plus personne ne s'intéresse vraiment aux sportifs qui survivent dans un état végétatif. On peut commettre une erreur dans la vie, mais ceci n'a rien à voir avec le pénal et l'infraction pénale. Plus grave, le temps efface souvent les crimes. Quand Benzema et Ribéry se sont payés les faveurs sexuelles de la jeune Zaya, tout le monde les a pointés du doigt. Les deux footballeurs ont été relaxés récemment et la procédure est aujourd'hui terminée. C'est une page qui se tourne et sans doute un poids qui se lève pour mon client. Zaya est maintenant créatrice de mode, Benzema a marqué plus de 100 buts au Real Madrid et Ribéry fait des miracles au Bayern de Munich. Alors qui s'intéresse encore aux frasques de deux footballeurs et d'une escort girl? Pareil pour Roland Courbis, dont les agissements lors des transferts illicites de l'Olympique de Marseille n'ont pas toujours été légaux. Il est aujourd'hui entraîneur du Montpellier HSC. D'autres sont enterrés avant même d'avoir pris leur retraite. Federer a connu une saison moyenne et tout le monde a oublié ses 17 titres de Grand Chelem. Nous faisons confiance aux autorités et à la Constitution pour s'assurer que Pistorius ne disparaisse pas et ne quitte pas le pays pour ne jamais revenir au tribunal, comme cela a été le cas pour Dewani. Oscar Pistorius connaîtra-t-il le même destin? Le 14 février 2013, le champion paralympique sud-africain tue sa petite amie, le mannequin de 29 ans, Riva Steenkamp. Il aurait pris la jeune femme pour un cambrioleur. L'accusation rappelle que le
couple traversait alors une grave crise. Dans un pays où la violence est ordinaire, l'opinion publique a été plus que compréhensive à l'égard du sportif. Quelques excuses ont suffi à laver la conscience de Pistorius. Elle est toujours dans nos mémoires. Depuis cet horrible matin du 14 février, il ne se passe pas un jour sans que tous ceux qui ont un jour été en contact avec Riva Steenkamp ne pensent à elle. Plus que jamais, sa mémoire vit à travers ses amis qui ne peuvent oublier l'impression durable qu'elle faisait sur tous ceux qu'elle a rencontrés. En attendant le début de son procès, l'athlète a repris ses entraînements. Même s'il risque la perpétuité, ses fans le soutiennent toujours. Bon alors surtout, ne vous inquiétez pas, dans la planète sport, il y a surtout des carrières bien menées, des jolies destinées. N'oublions pas les fondamentaux du sport et surtout la passion qu'il suscite. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain pour d'autres aventures, d'autres résultats, d'autres histoires. Restez avec nous. L'info continue sur i24 News.